tu vas voir. Augustine Bulto, Les histoires amoureuses d'Odile. Hum, On dit souvent, je me rappelle cela comme si c'était d'hier. Moi, je ne me souviens pas des choses, je les revis, avec la prodigieuse netteté de perception que l'on a dans l'état d'attente du bonheur ou du plaisir. La volupté du souvenir m'est une manière de délire à forme précise, où la douleur même prend une saveur puissante. Mes familiers s'étonnent de me savoir si souvent seule, volontairement au coin de ma cheminée ou près de ma fenêtre ouverte sur les branches. Ils me demandent si je ne m'ennuie pas. Oh non, je ne m'ennuie pas. Quand j'ai allumé ma lampe électrique sur le bureau, dont les vieux cuivres ont l'air de briller de joie, empilé derrière moi contre la soie chinée de ma bergère mes petits coussins bourrés de sachets dont les parfums en lutte, vainqueurs et vaincus tour à tour, semblent une causerie à voix basse autour de mes songeries, rouler à mes pieds frileux dans la tiédeur de ma couverture d'éder comme je suis bien, pour déboucher les vieux flacons ou attendre mes émotions d'antan. De la vie extérieure, dont les bruits s'arrêtent en route, accrochés aux rameaux du jardin, rien d'autre ne m'arrive qu'une vibration, qui par moments remue les girandoles du lustre et met dans leur cristal une musique dolente qui semble elle aussi venir du passé. Et je goûte dans le silence des heures délicieuses. On m'a dit quelquefois que j'avais de l'esprit, je n'en suis pas bien sûre. Mais ce que j'ai, à n'en pas douter, c'est une grande perfection dans l'appareil de la mémoire. Un son, une couleur, l'effleurement d'un bibelot au bout de mes doigts, une odeur reconnue, recrée dans mes centres nerveux, les sensations abolies aussi fraîches qu'à l'heure où elles sont nées en moi. Je n'ai rien oublié, pas une seconde de ma vie ne s'est effacée. Je les ai là toutes, sans qu'elles aient rien perdu de leur arôme, ni que le goût s'en soit atténué. Ce soir, je suis hantée par mon premier amour. Tout mon être, nerfs et cœur, redevient puéril délicieusement. J'ai les 9 ans d'alors, et je retrouve en moi la fillette un peu bizarre que j'étais. Mon enfance est restée dans mes souvenirs avec le caractère de tristesse qu'elle a eu en réalité. Le temps ne l'a pas glacée de rose, comme c'est l'ordinaire lorsque les grandes amertumes de la vie servent de point de comparaison. On me grondait beaucoup. J'avais d'immenses besoins de tendresse qu'on ne songeait guère à satisfaire. Mais je ne me plaignais pas. Et mon orgueil trouvait quelque consolation dans le sentiment même de la solitude où s'étouffait mon pauvre petit morceau de cœur. Il m'arrivait d'aller au fond du jardin pour me faire pleurer en me détaillant précieusement les iniquités dont j'étais l'objet. Je rassemblais avec soin les anecdotes, entendues ou lues, d'enfants battus, abandonnés, de petits pauvres mourant sous la neige, de petites princesses persécutées, j'ajoutais toutes leurs souffrances à ma misère actuelle, et je me dilatais l'âme dans une exaspération de douleur. En face de notre maison, dans un autre grand jardin, habitaient un monsieur et une dame, liés de grande intimité avec mes parents. Ils avaient un fils unique de 3 ans, mon aîné. C'est lui, mon premier amour. Il se nommait Henri Hartmann et m'inspirait une immense admiration. Tout de suite, il m'avait fasciné par la correction de ses manières, et parce qu'il disait constamment des choses que je ne comprenais pas. C'était un frêle garçon, blond, avec des yeux clairs, calmes et intelligents, une bouche triste et une figure pâle. Nous nous connaissions depuis plusieurs années, mais notre vraie intimité ne datait guère que de quelques mois. Il avait pris sur moi de l'ascendant, je lui racontais tous mes chagrins. Il m'écoutait d'un air sérieux, puis disait avec un hochement de tête: tous les parents sont pareils, leurs enfants les ennuient. Et quand j'essayais de l'interroger sur les peines qu'il devait avoir lui aussi, il avait de brusques froncements de sourcils qui lui donnaient l'air méchant, et il m'enjoignait de me taire avec un du reste tu ne comprendrais pas, qui coupait net dans mes curiosités. Henri professait un grand dédain pour l'intelligence des petites filles en général, et pour la mienne en particulier. Cependant, il m'aimait. Il me l'avait dit avec solennité en me demandant de lui jurer une éternelle fidélité.
J'avais juré. Même nous avions commis un document qui témoignait de la solidité de nos intentions. Sur une grande feuille de papier bordée de dentelle, il avait écrit d'abord: Je m'engage à épouser Odile Daly lorsqu'elle aura 18 ans. Puis, je m'engage à épouser Henry Hartmann lorsque j'aurai 18 ans. Il avait signé et m'avait fait signer cet engagement et, après l'avoir longuement tamponné avec du papier buvard, il l'avait mis dans sa poche en disant: Maintenant tu ne peux plus te marier qu'avec moi. Lorsque tout fut bien réglé entre moi et Henri, je lui demandai si nous ne ferions pas bien d'avertir nos familles que nous étions fiancés. Il répondit avec autorité: Laisse donc tranquille, il trouverait moyen de nous séparer. Et, comme devant l'horreur d'une telle perspective je demeurais béante et consternée, il ajouta: Du reste, ils feront bien de ne pas nous ennuyer parce que je t'enlèverai. Je t'emporterai sur mon dos, comme le nègre dans Paul et Virginie. Je m'informai avec animation de ce que pouvaient être ces inconnus, mais il m'affirma une fois de plus que je ne comprendrais pas, vu la pénible infériorité de mon intelligence, et que du reste, ça ne faisait rien, puisqu'il était là pour veiller aux choses. J'avais toute confiance dans la profondeur de ces combinaisons, et je ne m'occupais plus qu'à goûter la joie de n'être plus seule, d'avoir un ami, un confident, un fiancé. Quand il n'était pas là, je m'ennuyais de tout et de plus en plus souvent j'allais au fond du jardin, mais ce n'était plus pour y pleurer sur mes infortunes, je répétais le nom de Henri tout bas, puis un peu plus haut, je finissais par le crier comme un appel, et ce m'était toujours un étonnement que ce cri ne le fît pas apparaître. Je m'expliquais toutes les beautés de ma situation, comme un peu plus tôt, je m'en expliquais les atrocités. Tu n'es plus une petite fille, tu es une demoiselle puisque tu es fiancée, me confiai-je à mi-voix, et je marchais dans les allées avec lenteur, comme si j'avais dû inspirer à des spectateurs attentifs une haute idée de ma maturité mentale. Le secret de mon amour dont j'étais si fière communiquait à toutes mes façons un air de mystère. Je mettais de la discrétion dans mes gestes pour répondre aux questions les plus simples. J'avais des intonations pleines de sous-entendus et quelquefois je disais des paroles qui me semblaient d'une effroyable imprudence, pour la joie de sentir dans ma tête cette grave affaire, dont j'aurais pu tout à coup étonner l'indifférence de ma famille, si j'avais voulu. Henri faisait des vers qu'il me récitait. À la vérité, leur sens général m'échappait totalement, mais les images m'en demeuraient. Il y était beaucoup question de montagnes et de torrents, de prairies émaillées de fleurs, et la conception s'élaborait en moi d'un univers spécial qui devait se trouver à quelque distance de Paris et où j'irais un jour avec lui me promener sans gouvernante. Endroit prodigieux où il ne pleuvrait pas et où l'herbe serait pleine de violettes et totalement dépourvue de vers de terre et des laides araignées qui, dans les pelouses familiales, me jetaient dans un affolement de dégoût peureux. De temps en temps, le besoin d'accomplir des actes héroïques pour me rendre digne de Henri par un beau déploiement de courage occulte me faisait me lever la nuit et, avec des précautions infinies, aller chercher dans le tiroir de mon armoire à poupées la photographie de mon petit ami. Pieds nus, silencieuse, le souffle diminué par le sentiment du danger, je venais la regarder à la lueur de ma veilleuse, puis je retournais la remettre à sa place parmi les casseroles de mon ménage, et je me couchais, étouffant et moite d'angoisse. Je trouvais à ces expéditions une joie grisante que mes pires imprudences ne m'ont jamais rendue. Il me semblait que c'étaient là des actes de grandes personnes libres, et la conscience des risques courus m'exaltait. Je pouvais être surprise par ma gouvernante qui dormait dans la pièce voisine. Je savais que, mon secret connu, on me mettrait au couvent ainsi que l'on m'en menaçait sans cesse. Et à risquer les pires catastrophes, j'acquérais, à n'en pas douter, une importance gigantesque. Ah, la violence de vie intérieure des enfants! Les complexes romans
que tissent leurs sensibilités naissantes, comme on les ignore, faute de vouloir se les rappeler. Un jour, qu'il était venu jouer chez moi avec d'autres camarades, Henri me dit d'un air préoccupé: Il y a du grabuge. Malgré mes supplications, il refusa de s'expliquer davantage. Une grande agitation s'empara de moi. Et évidemment, on avait découvert notre papier. Ses parents savaient tout et allaient le dire aux miens. Qu'arriverait-il d'atroce? De quelle monstrueuse sévérité étions-nous menacés? Je reconduisis mes camarades jusqu'à la grille du jardin, et pendant qu'ils s'en allaient, je m'accrochai au bras d'Henri pour le retenir. Lorsqu'ils furent tous partis, je l'interrogeai. Avait-on pincé le papier? Oh non, fit-il, il n'y a pas de danger, je l'ai toujours dans ma poche. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est entre les familles qu'il y a des histoires, je ne sais pas encore bien. Demain, je viendrai après le lycée, sous prétexte de t'apporter le général d'Ourakine. Tâche que Miss te lâche, je te raconterai. Du moment où le papier était sauf, tout était bien. J'exécutai une cabriole en lançant mon pied à la hauteur de mon œil en signe d'allégresse. Qu'importait qu'il y eût grabuge entre les familles, qu'avions-nous à faire de leurs histoires? Henri me regarda sévèrement. Comme c'est bête, les filles, remarqua-t-il en secouant ses épaules. Ça ne comprend jamais rien. Si nos parents se brouillent, on ne nous laissera plus jouer ensemble. Je m'abasourdis un instant, mais dans un rapide retour d'optimisme, je m'écriai, triomphante d'être si lucide. Eh bien, tu m'emporteras sur ton dos, comme le nègre. Nous sommes trop petits, répondit Henri avec un hochement de tête. On nous rattraperait, on nous enfermerait, on nous battrait. Est-ce qu'on sait ce qu'on nous ferait? Depuis ce jour-là, j'ai bien souvent senti la contrainte sociale me peser sur le dos. Mais rien ne m'a rendu l'amertume de cette première constatation de la dépendance de l'individu. On m'appelait, j'embrassai hâtivement Henri et je courus vers la maison. Mon père était en voyage depuis quelques jours. Pendant ses absences, toute la vie changeait. Ma mère rentrait tard, les repas devenaient irréguliers, les domestiques étaient de mauvaise humeur, et comme par un fait exprès, quelqu'un tombait toujours malade dans la famille de ma gouvernante, ce qui l'obligeait chaque après-midi à me quitter pour aller soigner les siens. On me confiait à la femme de chambre, elle me grondait beaucoup, mais heureusement je l'ennuyais, et après m'avoir garanti que les petites filles qui tachent leurs robes finissent mal, sans qu'on connaisse d'exception à cette règle, elle m'enjoignait généralement d'aller jouer ailleurs, ce que j'exécutais avec joie. Je la trouvai sur le perron, elle me dit que ma mère me demandait dans sa chambre, et je montai l'escalier sans hâte. Je savais que maman avait sa migraine, circonstance qui, à l'ordinaire, me bannissait de sa présence. Pourquoi ce jour-là, justement, voulait-elle me voir? Lorsque j'entrai, la chambre était toute assombrie par les rideaux tirés, dont le velours du haut en bas était fendu d'un trait de lumière. Est-ce toi, Odile? Demanda ma mère. Je ne reconnus pas sa voix. À l'ordinaire, la sécheresse du ton mettait du commandement jusqu'en ces paroles affectueuses. Oui, maman, fis-je très bas. Je commençais à comprendre que je ne serais pas grondée. Cependant, mon inquiétude persistait. Viens près de moi, mon petit chat. T'es-tu bien amusé avec tes amis? Henri a-t-il été gai? Qu'est-ce qu'il a raconté? Je ne sais pas. Rien. As-tu pensé à lui demander des nouvelles de ses parents? Tu sais que les enfants bien élevés doivent toujours faire cela. Oui, je lui ai demandé. Ah. Eh bien, que t'a-t-il répondu? Sa maman n'est pas malade, son papa non plus. Non, je ne crois pas. Je ne me rappelle plus. Un silence. Miss n'est pas là, reprit ma mère. Tu vas t'ennuyer toute seule, pauvre chérie. Oh non, ça ne m'ennuie pas du tout que Miss ne soit pas là. Je vais lire l'auberge de l'ange gardien, j'ai encore 10 pages. Après, il y a le général d'Ourakine, seulement je ne l'ai pas, mais Henri l'a. Alors il a dit qu'il me l'apporterait demain. Ma mère se souleva de sa chaise longue. Pourquoi attendre à demain, dit-elle. Tu n'as rien à faire. Va toi-même chercher ton livre. Et, tiens, j'y pense. Tu te chargeras d'une commission pour moi. Elle était debout près de la fenêtre dont elle tira le rideau. La lumière éclaira la chambre.
et je vis que maman était toute blanche, avec des yeux rouges, comme j'en avais après mes crises de larmes, avant d'être fiancée à Henri. Écoute-moi bien, dit-elle, je vais te charger d'une chose difficile, mais tu es intelligente, et je suis sûre que je peux compter sur toi. Je veux faire à ton père une surprise pour sa fête, la semaine prochaine. C'est quelque chose de très difficile à trouver. Monsieur Hartmann a bien voulu prendre la peine de l'acheter pour moi. Il doit l'avoir. Et je voudrais qu'il me l'envoyât avant le retour de ton père, qui sera ici pour le dîner aujourd'hui. Naturellement, je ne veux pas que ton père sache que ce n'est pas moi qui ai acheté le cadeau. Ça lui ferait moins plaisir. Par exemple, la poupée que t'a donnée Henri au jour de l'an. Tu m'as dit que tu l'aimais bien mieux parce que c'était lui qui l'avait choisie. Eh bien, c'est la même chose. Seulement, personne ne doit savoir que M. Hartmann a fait la commission. Sans cela, on le redit, tu comprends bien, personne. Ni Henri, ni même Madame Hartmann, c'est très important. Alors voilà ce que tu vas faire. J'écris une lettre pour réclamer l'objet et je te la donne. Tu vas chez Henri, puis, sans avoir l'air de rien, tu demandes à aller dans le cabinet de M. Hartmann pour voir les bonshommes qui t'amusent tant dans la vitrine. Si M. Hartmann est là, tu envoies Henri te chercher quelque chose. Et aussitôt qu'il sera sorti, tu donnes la lettre à M. Hartmann sans rien lui dire. Tu seras une bonne petite fille qui fait plaisir à sa mère. Et pour te récompenser de ta discrétion, je t'achèterai le beau collier de corail dont tu as envie. As-tu bien compris? Oui, maman. Mais si M. Hartmann est sorti? Il ne sera pas sorti, répondit-elle d'un ton bref. Va mettre ton chapeau. Mon inquiétude était dissipée, je gonflais de vanité, satisfaite à l'idée de la mission si compliquée confiée à mon génie. Même je poussais l'audace jusqu'à me demander si, malgré toute son intelligence, Henri aurait été jugé digne d'une pareille ambassade. Lorsque je revins pour prendre la lettre, ma mère m'embrassa si fort que je sentis au front la dureté de ses dents. La joie et l'étonnement d'Henri en me voyant se manifestèrent, la première par un chic alors, dit très énergiquement, le second par un froncillement de toute sa figure. C'est curieux qu'on t'ait permis de venir tout de même, fit-il, parce que pour sûr nos mères se sont disputées. J'ai entendu maman dire à papa, Madame Deilly ne remettra pas les pieds chez moi. Arrangez-vous. Papa, après ça, a dit, vous êtes folle. Et puis d'autres choses encore, où il y avait soupçon injustifié. Et puis ils ont fermé la porte. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, soupçon injustifié, demandai-je. L'affaire ne s'éclaircissait pas pour moi. Henri eut un singulier regard. Pendant un moment, il cessa d'avoir une figure d'enfant. Je ne sais pas, répondit-il à mi-voix, puis il ajouta. Maman a pleuré toute la nuit. Je l'ai entendue à travers la porte. Comme il paraissait n'avoir plus rien à dire, je demandai à aller regarder les bonshommes de la vitrine. Les choses se passèrent comme ma mère l'avait prévu. Monsieur Hartmann était dans son cabinet. À peine entré, j'envoyai Henri chercher mon mouchoir oublié dans la salle d'études, et je remis la lettre exactement comme cela m'avait été ordonné. Monsieur Hartmann se leva violemment du fauteuil de cuir où il était étendu. Il avait la figure toute blanche comme maman et ses yeux faisaient peur. Une grande envie de pleurer me prit. Pourquoi me regardait-il comme si j'avais fait quelque chose de très mal? Vous savez, monsieur, dis-je, c'est pour le cadeau de papa. Il me regarda encore plus étrangement. Ah oui, dit-il enfin, oui, je sais. Et il décacheta la lettre. À cette minute même, deux portes s'ouvrirent. Par l'une entrait Henri, par l'autre, madame Hartmann. Monsieur Hartmann n'était plus pâle, mais au contraire très rouge. Madame Hartmann me regarda, puis son mari, et, avec une rapidité incroyable, elle lui arracha la lettre de maman. Il voulut la reprendre et lui tordit le poignet. Elle cria. Henri se jeta entre eux comme un fou et délivra sa mère.
Il avait la bouche toute tirée et un air malheureux, si malheureux. Monsieur Hartmann, lui, paraissait avoir peur. Madame Hartmann, qui respirait très vite, se tourna vers moi. Retournez chez vous, me dit-elle d'une voix rude. Dites à votre mère que sa lettre est arrivée à son adresse, et faites-lui mes compliments sur les besognes auxquelles elle vous emploie. N'oubliez pas. Viens, Odile, me dit Henri à l'oreille, et il m'entraîna hors de la chambre. Je sanglotais. Il y avait dans tout cela que je ne comprenais pas, quelque chose que je devinais épouvantable. Henri m'arracha des explications qu'il écouta avec cette même figure misérable et cette bouche tirée en bas qui lui donnait l'air de ne plus être un enfant. Il faut retourner chez toi, me dit-il, et ne parler de tout cela à personne qu'à ta mère. Ne pleure pas, ce n'est pas de ta faute. Et embrassons-nous bien, car j'ai idée que nous ne nous embrasserons plus. Il me disait de ne pas pleurer, et comme il pleurait, lui, ma mère était couchée lorsque je revins à la maison. Je ne la vis qu'une minute après le dîner, mon père était là. Elle ne me parla de rien. Au milieu de la nuit, je me réveillai en sursaut d'un cauchemar atroce. Une forme sombre était penchée sur mon lit. N'aie pas peur, c'est moi. Je reconnus la voix de maman. Raconte-moi ce qui s'est passé là-bas, dit-elle encore. Je tâchais de raconter, mes mots s'embrouillaient dans le trouble du sommeil. Elle m'écoutait sans parler. Son corps appuyé à mon lit tremblait si fort que j'en étais secouée. À la fin de mon histoire, je me mis à sangloter. Oh maman, est-ce que c'est vrai que je ne reverrai plus Henri? Elle appuya sa main sur ma figure, une main si lourde et si chaude. Puis, sans dire une parole, elle disparut dans l'obscurité comme un fantôme. Le lendemain, mon père dit, en se mettant à table, je viens de chez les Hartmann. Ils sont partis pour le midi. Est-il arrivé quelque chose? Ils ne disaient rien de cela la dernière fois que je les ai vus. Madame Hartmann était un peu souffrante ces temps derniers, dit ma mère d'une voix tranquille. Elle me regardait, et sous ce regard, les cris et les sanglots dont ma gorge était pleine s'étranglaient, s'étouffaient, et son calme me domptait, me broyait, tuait en moi l'inconscience, la foi, l'enfance. Quelques jours après, Henri me renvoyait notre engagement et m'écrivait pour me rendre ma parole et me permettre d'épouser qui je voudrais. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai gardé le souvenir de notre dernier baiser, pauvre baiser d'enfant sacrifié. Le goût des autres larmes n'a pas effacé sur mes lèvres l'amertume des larmes de ce baiser-là. 2. Ce vieux monsieur était étonnant. Autour de son crâne, comme accrochés avec des anneaux, pendillaient de maigres boucles teintes en noir-bleu, comme sa moustache, taillée de façon à laisser voir sa bouche. Une bouche pareille, j'allais dire qu'on en voit peu. Mais au contraire, on en voit beaucoup à d'autres vieux messieurs qui, eux aussi, sont étonnants. Il avait le nez courbe, épais du bout, pâle et troué comme une peau d'orange. Il s'habillait de pantalons clairs, de vestons courts, de chapeaux étroits et de cravates. Oh, ces cravates! Il se nommait le marquis Santalilia, parlait français avec un accent vraiment injurieux d'être à ce point italien, et à tous les doigts, même au pouce, il portait des bagues qu'il fallait regarder malgré ses mains. C'étaient, comme sa bouche et ses cravates, des choses bien particulières que les mains du vieux monsieur. La peau en était si détendue qu'à la voir flotter comme elle faisait, on ne pouvait se tenir de croire qu'il l'ôtât, rentrait chez lui comme on ôte un gant, en le tirant par le bout des doigts. Le vieux monsieur habitait toute l'année une villa voisine de Trouville. Pendant la saison, il descendait chaque jour vers la plage, se faisait présenter par des gens qu'il connaissait à peine, à des gens qu'il ne connaissait pas et les invitait à dîner. Il opéra ainsi avec ma mère. On m'avait ordonné l'air salé cette année-là
après une fièvre muqueuse, au cours de laquelle j'avais soudainement grandi au point d'avoir à 14 ans toute la longueur que je devais atteindre, ce qui n'est pas peu dire. Nous étions à Trouville depuis 3 jours à peine lorsque le vieux monsieur pénétra dans notre existence. Tout de suite, ma mère le trouva charmant, parce qu'il fit semblant de croire qu'elle se moquait de lui en disant que j'étais sa fille. Pensez donc, une si jeune femme, une si grande fille. Cette galanterie, où il pesa longuement, me parut fade et plate. Je conçus un vaste mépris pour le vieux monsieur et je refusai d'assister à son premier dîner. Mon antipathie n'empêcha pas qu'il devint intime dans la maison. Ma mère avait une façon de l'appeler mon cher marquis, dont je m'exaspérais. À vrai dire, tout ce qu'elle faisait avait le même résultat. Nous étions trop différentes. Après la mort de mon père, elle avait essayé, sans y réussir, de briser, par la violence, ma naturelle combativité. Ensuite, elle m'avait mise au couvent. Là, j'avais, sans attendre, formulé aux religieuses l'intense dégoût que m'inspirait la saleté à laquelle leurs élèves étaient astreintes comme à un pieu devoir, et, avec une certaine éloquence effective, j'avais prêché la révolte. Enfermée pour ce fait, j'étais au milieu d'une récréation descendue dans la cour, le long des draps de mon lit solidement attaché. Le lendemain, on me rendait à ma mère, qui, en me retrouvant, s'abandonnait à une bien belle colère. Quand elle fut hors d'haleine, je dis avec calme: tout ça ne sert à rien. Je ne resterai jamais au couvent. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Eh bien, ne t'occupe plus de moi. Donne-moi une institutrice pas embêtante, laisse-moi apprendre les choses que je veux, ne me fais pas venir au salon quand il y a du monde, et je te promets que je serai gentille avec toi. Autrement, ça n'ira jamais. Je n'ai pas du tout peur de toi. Tu ne peux pas me tuer alors. On m'ordonna de disparaître, je disparus, la conscience calme. Je me sentais tellement dans mon droit. Et c'était passé le temps des larmes au fond du jardin. Toute ma sensibilité rebroussée se hérissait en révolte. Évidemment, ma mère comprit que mes offres de paix se fondaient sur la raison, car elle les accepta. Depuis 2 ans, j'avais une institutrice, bonne fille et polyglotte, des maîtres que je choisissais moi-même. Je travaillais 15 heures par jour. J'étais résolue à devenir une grande artiste, étonnement de mon siècle, et la vie me paraissait charmante. Pendant quelque temps donc, mon hostilité contre le vieux monsieur s'augmenta de toute l'amabilité que lui témoignait ma mère. J'avais horreur de ses façons. Jamais il ne s'interrompait de sourire, et ses phrases invariablement, même celles où il paraissait ne devoir être question que du temps qu'il allait faire, aboutissaient par des tournants inattendus en hyperboliques flatteries. Il avait un mélange d'emphase latine et de servilité qui m'intimidait comme une indécence. Ses yeux aussi étaient déconcertants. Je ne pouvais arriver à comprendre ce qu'ils étaient venus faire dans les plis mous et maquillés de son visage, et l'obscure conviction qu'il avait dû, par quelque procédé magique, louer, emprunter ou voler à quelqu'un. Ce regard pétillant de jeunesse s'était si fortement installé en moi que chaque fois qu'il arrivait, je l'examinais curieusement pour voir si le propriétaire légitime des yeux n'était pas venu les réclamer et lui rendre en échange les vieux contemporains de sa vieille tête. On racontait sur lui une foule d'histoires. Il ne pouvait rentrer en Italie parce qu'il avait été condamné au bagne comme faux monnayeur. Certains affirmaient que ce n'était pas au bagne, mais à mort qu'il était condamné pour d'héroïques conspirations. On disait encore qu'il avait eu une rivalité d'amour avec Victor Emmanuel. En somme, comme toujours, on ne savait rien, sinon que ses dîners étaient merveilleux et on dînait chez lui. Merveilleux, en effet. Je l'ai constaté lorsque, mes préventions dissipées, je me suis liée avec le vieux monsieur. La salle à manger était une serre immense, mosaïquée de jaspe et de porphyre, et dont,
À ce que j'avais entendu dire, la collection d'arbres tropicaux était l'une des plus complètes d'Europe. L'impression que donnaient les fleurs de cristal rose, dont s'éclairaient les profondeurs opaques des fourrés, était quelque chose de singulier qui troublait la notion du réel. Et la table du dîner. En vérité, je crois que le vieux monsieur devait être une manière de génie venu s'amuser pour quelque temps sur la terre, et je ne serais pas surprise d'apprendre qu'un beau soir, à la place de sa villa fantôme, on n'ait plus trouvé que des ronces et des chardons peuplés de bêtes inconnues. Pourtant, j'avoue n'avoir jamais assisté chez lui qu'à des spectacles suffisamment expliqués par une colossale richesse héréditaire. Je parlais de ces tables. Les nappes étaient faites d'antiques damas hérissées de broderies métalliques et différentes à chaque dîner. Combien il avait fallu piller de trésors d'église pour se procurer ces étoffes. Les fleurs, toujours d'une seule espèce, étaient arrangées en berceaux qui s'élevaient à 2 mètres au-dessus de la table. On mangeait dans des assiettes en vermeil gravé dont le métal verdissant avait des reflets d'aigues marines. Lorsqu'on le complimentait sur la splendeur de ce service, le vieux monsieur répondait, avec un rire gargouillant dans sa gorge et qui était une forme de gaieté à lui bien personnelle, c'est un souvenir des familles. Benvenuto l'a fait pour une de mes ancêtres qui avait des gentillesses pour lui. Je suis d'une race qui aime l'art. Ce qu'il y avait peut-être de plus étonnant au dîner du vieux monsieur, c'était la verrerie. Une collection de cristaux de roche d'une incomparable variété. Anape, buire, calice, coupe, montés en or, ceinturés d'émaux, courbant des anses où se renversaient des femmes nues, les seins dardés enroulés de serpents aux écailles gémées, gravés d'entrelacs d'une fantaisie singulière. Certains de ces vases étaient armoriés, d'autres montraient des profils de femmes, d'une matité de givre dans la limpidité du cristal épais ou des emblèmes sacrés, car la plupart étaient des objets d'église. Le vieux monsieur buvait toujours dans un grand ciboire dont la pâte cerclée d'or était pavée de gros rubis, et vraiment cela valait la peine de regarder lorsqu'il avalait de grands coups de vin grec pour lesquels il avait une spéciale tendresse, cette clarté de cristal si pure et le sang frais de ces pierres rapprochés du plissement flasque et jaunâtre de son visage. Le soin que je mettais à fuir le salon dès qu'une visite apparaissait, et mon refus entêté de ne jamais me mêler aux réunions que faisaient ma mère et ses amis sur le sable, au moment du bain, le long des planches, à 4 heures, ou le soir au casino, empêchèrent que j'entendisse parler de ces choses, et je les aurais probablement ignorées toujours si un incident banal et inattendu ne s'était produit. Le vieux monsieur trouva sur une table un bout de croquis que j'y avais oublié. En apprenant que j'étais l'auteur de ce médiocre chef-d'œuvre, il se répandit en compliments que je reçus fort mal d'abord. Mais il insista, c'était dans son tempérament. Demanda si j'aimais les tableaux anciens. Je daignai répondre que oui, en le toisant avec mépris. Allait-il vouloir parler de peinture, cet affreux singe? Que savait-il là-dessus? Il en parla. Et de telle façon qu'au lieu de m'en aller comme c'était mon projet, je m'assis à côté de lui. Il m'apprit qu'il avait une collection des maîtres italiens, et surtout des quattrocentistes, et m'invita à venir le lendemain visiter sa villa, ce que j'acceptai avec un dernier effort pour maintenir mon air de dignité grognon. Cette visite modifia totalement
mes jugements du marquis Santalilia. Ah, qu'il y avait du beau bibelot dans sa villa, des choses de famille, toutes, une bien remarquable famille qui, de la fin du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe, semblait s'être uniquement occupée à ramasser des chefs-d'œuvre. Il y avait là toute l'Italie, de Paolo Uccello à Longuet. J'étais exaltée, tandis que ma mère errait dans la galerie en prononçant avec une bouche en cocarde des joli, délicieux, devant les âpres merveilles presque effroyables d'être tellement vivantes. Je ne pus me retenir de risquer un peu de ma jeune érudition en une remarque au sujet d'un profil lauré d'Alberti et de la médaille voisine, celle d'Alphonse V d'Aragon. Vous connaissez Pisanetto, mademoiselle, dit le vieux monsieur, et il y eut un petit incendie local au fond de ses yeux, empruntés, loués ou volés. Je lui répondis en italien et je citai tout d'un trait la liste des œuvres certaines de l'unique artiste. Médaille de Jean VII paléologue, de Philippe et de Marie Visconti, de Niccolò et de Lionel d'Este, des deux Gonzague, de Malatesta, de Piccinino, des Humaniches de Sembrio et Villorio de Feltre Orispa, celle de Cécile de Gonzague, exécutées toutes entre 1438 et 1449. J'avais la semaine précédente trouvé cette liste dans un ouvrage spécial, je l'avais apprise et je n'étais pas fâchée d'éblouir le vieux monsieur. Il faut avoir eu le temps de beaucoup comparer pour craindre le ridicule. Mon attention ne s'était jusque-là guère fixée sur ce danger. D'ailleurs, le vieux monsieur n'avait aucune envie de me trouver ridicule, bien au contraire. Lui aussi s'était mis à parler italien avec un superbe accent martelé que j'ai depuis réentendu à Sienne, où, pour demander un sou, les miséreux emploient des tournures de phrases d'une grâce si singulière. En ce moment, je me mis à ne plus comprendre comment cet homme m'avait paru hideux et grotesque, et l'obscure tentation de lui en demander pardon traversa ma cervelle, mais aucun acte ne s'ensuivit, c'était vraiment trop difficile à faire. Ma mère abrégea la visite, mais le vieux monsieur la supplia tellement de me permettre de revenir qu'elle promit de m'envoyer la semaine suivante avec mon institutrice passer tout un après-midi à la villa. Je partis, le front chaud d'admiration, très satisfaite de moi-même, et plus que jamais persuadée qu'à part les tableaux, les livres et les objets d'art, rien ne vaut la peine. J'ai là, devant moi, une de mes photographies de cette époque. J'étais une grande diablesse, très souple, très plate, le torse large, l'épaule aiguë, la hanche droite, les cheveux coupés tout près de la tête et violemment bouclés, les yeux agrandis par l'amincissement du visage et semblant envahir de leur noir et de leur blanc excessif un pli d'insolence à la lèvre. L'air d'un garçon, en résumé, on me le disait souvent, et cela me comblait d'orgueil. Je haïssais les robes ajustées, les garnitures encombrantes, et ce n'était pas du tout la mode alors, je portais des vestons de coupe masculine et des jupes unies, afin, disais-je, d'être à mon aise. Ma mère, qui était, elle, d'une élégance extra-féminine, avait renoncé à diriger ma toilette. Elle me disait seulement, parfois d'un accent plein de dégoût, comme tu t'arranges mal. C'est drôle de s'enlaidir à plaisir. Mais je ne trouvais pas que mes costumes fussent enlaidissants, bien au contraire, et même j'avais la prétention justifiée par le premier point, qu'ils ne ressemblassent pas à ceux des autres, et qu'ils indiquassent aux passants que je n'étais pas une personne occupée des vaines puérilités où s'atrophient les femmes. Même à 14 ans,
On a toujours une intention en choisissant ses robes. Et quoi qu'on s'en dise, on ne s'habille que pour impressionner autrui. Lorsque je retournai chez le vieux monsieur, il manifesta une joie infinie et tout le temps que dura ma visite, le petit bûcher ne s'éteignit pas une seconde au fond de ses yeux empruntés. Ce furent des heures exaltantes. Il savait l'histoire de tous ces bibelots, et en la racontant, l'enflammait de l'éclair des images. J'avais apporté mon cahier à notes et j'écrivais nerveusement, penché vers les objets dont il disait l'aventure. Ah! J'avais bien oublié que le vieux monsieur avait des boucles teintes, les lèvres molles et lilas. Au bout de la grande galerie s'arrondissait une petite pièce tendue en cuir doré, qu'encastraient des boiseries d'ébène où se répétait sans cesse en un mouvement libre le laurier toujours vert et le semper de Laurent le Magnifique. Voici, me dit monsieur Moleni, des panneaux qui viennent du palais familial des Médicis. Lorsque le marquis Ricardi l'acheta en 1659, on détruisit, pour faire les réparations du côté droit du palais, l'oratoire où se trouvaient ces merveilles qui furent jetées dans un grenier. Le goût était perdu à cette époque. Et c'est dans ce grenier que mon trisaïeul, fort lié avec Ricardi, les trouva et les acheta pour rien. Depuis, cette boiserie est restée toujours dans la famille. Je regardais les fins rinceaux d'ébène, puis le vieux monsieur que je commençais à trouver beau, regardait ma main nue, qui restait appuyée en geste de caresse à une délicate et vindicative tête de méduse issue du centre d'un panneau. Quelle main merveilleuse vous avez, dit-il, et, dans son étrange griffe gantée trop large par sa peau, il prit ma main et la retourna en tous sens, comme on fait d'un objet auquel on cherche une fêlure. Vous devriez me la laisser mouler, ajouta-t-il au bout d'un instant. Oh non, elle est bien trop vilaine. Ma mère dit toujours que j'ai des mains comme un garçon. Évidemment, il y avait dans cette phrase des trésors de drôlerie, car le vieux monsieur se mit à rire si immodérément que j'en fus tout embarrassée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Dis-je pour dire quelque chose en désignant une draperie de velours de Venise. Un tableau que je ne montre qu'aux artistes, répondit le comte, dont le rire s'était arrêté tout net. Oh, que je voudrais le voir, m'écriai-je un peu vite. Voyons, Odile, intervint mon institutrice, comment pouvez-vous être aussi indiscrète? Je devins rouge, furieuse de la leçon, consciente d'avoir commis une gaffe. Je vous demande pardon, monsieur, fis-je d'un air pincé. Oh, il n'y a pas de quoi, répondit-il. Bien décidément, ces yeux-là n'étaient pas à lui. Quels yeux extraordinaires, vraiment. Il y eut un silence, puis venez voir mes bijoux, dit le vieux monsieur. Les bijoux étaient dans une autre salle dont il avait la clé dans la poche. Il y en avait, c'était affolant. Des agrafes, des chaînes, des plaques orientales, superbes de barbarie, avec leurs grosses gemmes gauchement taillées, des filigranes italiens et hongrois, des colliers antiques, minces feuilles d'or martelées d'un brillant vif, des pendants et des ferronnières compliquées de la Renaissance française et espagnole, quelques-uns de l'école de Cellini, des pierres de toutes sortes, où dominait l'améthyste jeté à poignées sur des velours. C'était comme l'histoire de l'humanité que racontaient ces frêles et précieuses choses. Quand je sortis de chez le vieux monsieur, nous étions amis. À partir de ce jour-là, il s'occupa beaucoup de moi, m'envoyant sans cesse des fleurs, venant me chercher dans son panier pour faire des promenades autour de Trouville, je m'amusais infiniment. L'attention qu'il me témoignait me donnait une idée excessive de la portée de mon intelligence. Nous causions presque exclusivement des choses d'art. Il connaissait à merveille l'histoire anecdotique de la Renaissance et la racontait avec beaucoup d'esprit. Souvent, il interrompait ses récits par une reprise de ce fou rire qui me paraissait toujours sans cause et disait je ne sais pas la fin. Jamais je n'en demandais plus long. Ma sotte curiosité au sujet du tableau voilé
m'avait laissé un souvenir désagréable et instructif. Lui aussi s'en souvenait, et, par taquinerie sans doute, me parlait constamment de l'invisible chef-d'œuvre. Il lui servait à dater les incidents de sa vie, à étayer ses comparaisons. C'est 2 ans après que j'ai acheté le tableau voilé. C'est beau comme le tableau voilé, il dit un jour. Vous ressemblez étonnamment à l'un des 2 personnages du tableau voilé. Malgré moi, j'étais sans cesse ramenée à la pensée de ce tableau, et cela m'agaçait singulièrement. Il me semblait qu'en y songeant si souvent, je faisais quelque chose de mal. J'étais extrêmement pure de pensée, mais j'avais lu trop de livres pour ne pas savoir qu'il y a dans la vie des secrets qu'un jour on doit apprendre, et j'y soupçonnais un peu d'horreur. Pourquoi ces mystères me paraissaient-ils avoir des rapports avec ce tableau? Je ne pourrais le dire, mais c'était ainsi. Et j'avais conscience de choses défendues qui se trouvaient en connexion immédiate avec l'image dissimulée derrière le rideau en velours de Venise. Tout cela demeurait absolument vague et informulé en moi, mais cela me gênait comme l'incompréhensible. À la fin de la saison, il y eut une grande fête à la villa du vieux monsieur. Comme le cotillon était dans toute son ardeur, il s'approcha de moi. Je ne dansais pas, trouvant cette sorte de gesticulation suprêmement ridicule. Venez, dit-il, je vais vous montrer quelque chose. Je pris son bras et il m'emmena à travers la galerie déserte jusqu'au petit salon des Médicis. Il ferma la porte et me regarda un grand moment sans parler. Jamais je ne lui avais vu une si étrange expression. Il avait l'air féroce tout à coup, et de petites lumières sautaient dans ses yeux comme des gouttes de friture. Je veux vous donner une grande preuve de mon amitié pour vous et de l'admiration que vous m'inspirez, dit-il enfin. Et ce fut un grand soulagement que de l'entendre parler. Je pris un air très aimable. Il continua. Je vais vous montrer le tableau. Ah, merci, je serai bien contente, dis-je. Mais ce n'était pas vrai. Je n'étais pas contente. J'étais intimidée et inquiète comme un mioche en faute, et cette inexplicable impression m'irritait infiniment. Le vieux monsieur, d'une saccade, tira le rideau. C'est Jupiter, dit-il d'une drôle de voix tout étranglée. L'un des personnages du tableau me ressemblait en effet prodigieusement. Je regardai sa tête avec quelque intérêt, mais le tableau ne me parut pas bien remarquable. Il était très enfumé, les noirs avaient repoussé beaucoup, le dessin était tourmenté, les mouvements des corps incompréhensibles. J'étais ennuyée de ne pas pouvoir admirer, c'était bien sûr faute de m'y connaître, puisque le vieux monsieur, qui s'entendait si bien en peinture, disait que c'était un chef-d'œuvre. Ne trouvant pas un seul éloge à faire, je me tournai vers lui pour lui demander de quelle époque était le tableau, mais ma question resta en route, coupée net par une impression horrible, glaçante. Était-il tout à coup devenu fou? Atrocement pâle, aux places libres de fard de sa figure, remué des pieds à la tête par un tremblement, il me regardait avec des yeux fixes, effroyables, qui semblaient ne pas me voir. Mon Dieu, vous êtes malade. Je vais appeler, m'écriai-je. Il fit un faible geste de la main. Non, n'appelez pas. Attendez, je vais vous dire. Écoutez-moi. Il s'approcha de moi. Je voudrais vous embrasser. Il avait mis sur mon maigre bras nu sa grande main froncée de plis, et elle était froide, cette main, horriblement froide. Ce n'était guère effrayant qu'il demandât à m'embrasser, ce vieil ami qui était toujours si bon pour moi, et cependant, j'avais peur. Peur comme je n'ai jamais eu peur. Peur jusqu'au bout des doigts, jusqu'à mes pieds, qui s'étaient glacés jusque dans mes cheveux. Peur. De quoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Je dégageai violemment mon bras de la crispation de la grande main gelante,
et d'une voix qui chevrotait, je dis: Non, je ne vous embrasserai pas. Non, certainement non. Rapidement, je marchai vers la porte. Il fit un pas vers moi, puis s'arrêta, s'appuyant au fauteuil comme s'il ne pouvait plus se soutenir. Et ma terreur devenant une sorte de folie, je sortis en courant de la chambre des Médicis. Le cotillon finissait, ma mère me cherchait pour partir, je la suivis avec empressement et sans commentaire. Le lendemain, une lettre du vieux monsieur vint, qui l'excusait de ne pouvoir nous faire ses adieux, il était souffrant. Le surlendemain, nous quittions Trouville. Il m'a fallu vivre bien des années avant de comprendre le sentiment qui m'a toujours empêché de raconter à qui que ce fût mon aventure avec le vieux monsieur. 3. 16 ans. Je montais à cheval tous les matins avec mon cousin Paul de Brétigny. Bien que j'eusse 16 ans et Paul 22, il ne pouvait entrer dans l'esprit de personne que cela fût quelque chose de compromettant. Pauvre Paul. Tout le monde disait pauvre Paul, en parlant de lui, quoiqu'il n'évoquât rien de mélancolique, bien au contraire. Son torse était une grosse boule, posée sur deux grosses pattes courtes. Sa tête était une boule encore. Il ressemblait au dessin que les gamins font sur les murs, les yeux tout ronds, le nez tortillonné d'un côté, plein du vacarme d'un perpétuel reniflement, des oreilles de jeune éléphant, la bouche ouverte quelle que fût l'occasion, évidemment, ça manquait d'air en lui. Il était très myope et semblait ne jamais savoir où il se trouvait ni avec qui, ce qu'on pouvait bien attendre de lui, ni de quoi il était question. Ce qu'il avait de plus drôlatique, c'était encore ses sourcils. Deux braves petits arcs, placés tellement haut sur le front qu'au repos, et même lorsqu'il dormait, il avait toujours l'air d'avoir appris la seconde d'avant une nouvelle du genre stupéfiant. Il y a dans un conte de Dickens un personnage qui est perpétuellement sur le point de faire une réflexion, mais qui pourtant ne la fait jamais. Mon cousin avait des analogies avec ce personnage-là. Quel bon garçon du reste. Si seulement on avait pu l'amener à penser plus vite, on en aurait fait quelque chose. Paul était éperdument amoureux de moi. Je le savais, bien qu'il ne me l'eût jamais dit. Comment serait-il parvenu à réunir un tel effort? Je connaissais la manifestation des émotions profondes chez lui. Elle était bizarre, comme tout en son individu. Quand Paul était secoué aux racines de l'être, il ne disait rien. Il ne fermait pas la bouche, il ne cessait pas de renifler, ni d'avoir l'air stupéfait. Non, rien de tout cela, mais il était pris de torrentielles transpirations faciales, il pleuvait positivement. Ses chapeaux, ses cols de chemise, ses cravates, rien n'y résistait. Lorsque je le voyais ruisseler ainsi, je savais qu'il était prêt de formuler son grand amour, mais il ne le formulait pas. Je commençais à songer beaucoup au mari futur. L'amour me préoccupait. Je regardais les jeunes gens en me disant: épouserais-je celui-là? Je passais des heures à refuser ou à accepter de superbes passions que l'on ne m'offrait pas. J'étais, il me semble, assez jolie à cette époque, mais extrêmement maigre encore. Et j'avais toujours cette gaucherie garçonne qui me rajeunissait. Tout le monde me traitait en gamine, ce dont j'étais mortifiée infiniment. Paul, seule exception, me prenait très au sérieux. À cause de cela, je goûtais sa société, et j'avais pour lui des mansuétudes. Je lui faisais part avec condescendance de mes idées sur les choses de la vie. Il n'ignorait rien de mes préoccupations littéraires, ni de mes goûts en matière d'art. Parfois il disait dans un reniflement: Tu es un type dans le genre de George Sand. Je le regardais avec indulgence, il n'était pas si bête après tout.
C'était une joie que nos promenades, j'avais la passion du cheval, une griserie d'orgueil ressentie à plier à ma volonté, la bête forte et brutale se mettait un peu de cette royauté en miettes dont les enfants fiers ont besoin. Quel beau temps de galop au train de charge nous faisions, sans nul souci des cavaliers qui arrivaient en sens inverse. Lorsque nous arrêtions nos chevaux soufflants, hors d'haleine nous-mêmes et un peu gris, je disais à Paul: c'est tout de même bon de vivre. Oui, fameux, répondait Paul, avec des reniflements d'hippopotame. Toi, tu me comprends, ajoutai-je, parfois, fastueusement bonne, parce que j'étais heureuse. Il n'y a que toi qui me comprennes. C'étaient des moments où Paul était bien près d'aboutir à une réflexion typique et décisive, mais il n'y arrivait pas et se bornait à transpirer comme un fou. Un matin, nous venions de faire sauter à nos chevaux la haie du tir aux pigeons, lorsqu'arriva droit sur nous un monsieur monté sur un énorme et magnifique cheval noir qui, le nez au poitrail, emballé à fond, allait avec une brutalité de projectile. Il passa si près de nous que le vent de sa formidable course nous frappa le visage. Paul le suivit des yeux, il menaçait visiblement d'avoir une idée à son sujet. Il va se faire démolir, fis-je intéressé. Oui, sûr, approuva Paul, satisfait de la formule. 10 minutes plus tard, comme nous flânions encore autour des obstacles, le monsieur au cheval noir reparut dans un parfait état de conservation. Mon pronostic ne s'était pas justifié. Il allait au petit pas. L'air très tranquille, le cheval soufflait profondément. Il avait dans l'œil la terreur éperdue des bêtes qui viennent d'être châtiées durement. Le monsieur le mena tout contre la haie, la lui fit regarder, puis, prenant du champ, le lança sur l'obstacle. Restons un peu, dis-je à Paul. Oui, c'est ça, fit Paul. En quelques foulées formidables, la grande bête avait joint la haie. Le monsieur l'attaqua à l'épaule d'un coup de stick qu'on entendit claquer, mais le cheval, refusant l'obstacle, se dressa sur ses pieds de derrière et fit tête à queue avec une effrayante violence. Il colle, le monsieur, fis-je observer. Oui, pour un type qui colle, répondit mon cousin, mais le spectacle l'intéressait trop pour qu'il usât son fluide nerveux en fin de phrase. Le cheval resta longtemps droit comme un i, ses sabots fins battant l'air, encensant de la tête pour se débarrasser de son cavalier. Mais lui, la jambe serrée comme une pince, le front à la crinière de sa bête sauvage de cheval, les rênes complètement lâches, attendait sans gêne apparente que cela finît. Quelle belle raclée reçut ce diable noir lorsqu'il fut redescendu sur le sol, et quelle défense il avait. Le monsieur ne se déplaçait même pas. C'était exaltant à voir. Enfin, l'animal, un peu calmé, avec seulement ce beau renaclement de colère et d'angoisse de la défaite, le monsieur le ramena sur la haie. 10 fois il se déroba. À la 11e, il passa d'un gigantesque bond des 4 pieds. La scène recommença à tous les obstacles. Nous suivions pour le voir tué probablement. Mais il ne fut pas tué, et le cheval céda. J'avais la tête très montée par ce spectacle, et comme je faisais part de mon enthousiasme à Paul,
Il entra dans un état de grande effervescence et proposa de faire sauter à son cheval la grille du tir aux pigeons. Je le dissuadai de donner suite à ce projet, et je l'emmenai en lui donnant mon avis motivé sur les degrés de beauté des sauts du cheval noir. Le lendemain, comme nous remontions les poteaux à cette allure emballée qui nous était habituelle, je dis tout à coup: Je crois que c'est le monsieur d'hier que nous venons de croiser. Oui, peut-être. C'est un type dans son genre, concéda mon cousin. Je te dis que c'est lui. J'ai reconnu son cheval, affirmai-je péremptoire. C'est ennuyeux que je n'ai pas bien pu voir sa figure. Nous allions trop vite. Il fut évident que Paul mûrissait l'intention de me proposer de courir après le cavalier qui m'intéressait, mais je lui évitai de compléter son effort en disant: Ça ne fait rien, nous le reverrons, sûr. En effet, nous le revoyions un quart d'heure plus tard, pendant que, hasard singulier, nous allions au pas. Il nous dépassa, puis, raccourcissant l'allure de son cheval, le maintint à une longueur en avant des nôtres. Cette fois, je l'avais bien vu, il était très laid, mais drôle, le nez busqué, pointu, les yeux rapprochés d'un noir pétillant, deux gros sourcils, une moustache noire, un menton en galoche, la peau très brune, le cheveu sec et terne, très maigre. On voyait cette tête d'os sous le drap de son veston. En passant, il m'avait regardé drôlement, un regard qui grille, pensai-je, et je fus très satisfaite de la définition qui me parut une trouvaille. C'est un étranger, dis-je à Paul, qui n'objecta rien. 2 minutes après, je mis mon cheval au trot. Le monsieur nous laissa passer, puis il prit notre allure et resta derrière nous jusqu'à la fin de la promenade. Le lendemain, nous le retrouvions encore. Encore, il me griffait de son méchant regard, et malgré nos galopades insensées, il restait soit devant, soit derrière nous, à petite distance. Dites donc, sais-tu qu'il nous suit positivement, cet individu? Confiai-je à Paul, dont la figure se congestionna à l'instant, pendant qu'avec une énergie inaccoutumée, il prononçait: J'allais te le dire. C'est assommant. Menons-le au tir aux pigeons. Il fera sauter son cheval, et pendant qu'ils seront à se battre, nous filerons grand train. Bonne idée, dit Paul. Les choses allèrent comme j'avais pensé, mais en me retournant, lorsque nous fûmes à quelque distance, je vis l'homme au cheval noir qui, immobile, regardait autour de lui quand il nous aperçut, fuyant comme deux perdus. Il lança son cheval dans notre direction. Ah, quelle belle randonnée, que c'était amusant! Mais la grande bête noire avait plus de fond que nos claquettes, et en arrivant au champ d'entraînement, je m'arrêtai pour ne pas subir la honte d'être dépassé en plein train. C'est fort tout de même, dis-je à Paul en assurant mon chapeau qui avait un peu bougé. Oui, c'est fort. Et comme la frénésie de la course avait excité sa circulation cérébrale, Paul, s'élevant au-dessus de lui-même, eut une idée. Veux-tu que j'aille lui dire qu'il nous embête, au type? Proclama-t-il en brandissant un stick belliqueux. Oh non, voyons. Et puis, est-ce qu'il nous embête après tout? Dame, je ne sais pas, moi, tu comprends? Fit Paul, subissant la dépression qui suit les excès intellectuels. En vérité, non seulement il ne m'ennuyait pas, mais il commençait à me faire travailler la tête, le monsieur au cheval noir. Je venais de lire les Mémoires de deux jeunes mariés. Les amours de Louise de Chaulieu et du baron de Macumer m'avaient vivement remué. J'établissais des analogies entre l'espagnol mystérieux et le monsieur au cheval noir. L'idée naissait en mon cerveau que cet inconnu à peau brune et à nez crochu pouvait bien avoir conçu pour moi un amour qu'il me plaisait de qualifier d'oriental. Un amour oriental, c'était quelque chose où, dans un décor de nuit étoilé, se mêlaient de confuses images de Cangias, de perles, de roses, de guslas, toute une délicieuse friperie,
de bazar turc. Ces visions m'enchantaient. En l'honneur de Macumer, je le nommai ainsi pour plus de commodité en causant avec moi-même, je me fis faire une amazone neuve, dont le corsage, dans le but de m'avantager, fut rembourré outrageusement, et je pris l'habitude de faire sauter mon cheval presque tous les jours. Pauvre bête! Elle est tombée fourbue à la fin de la saison. Macumer sautait aussi devant nous ou derrière. Un jour même, au moment où j'enlevais ma bête, la sienne surgit tout à côté, et il passa l'obstacle tellement près de moi qu'il me frôla presque. Ce fut pour Paul une occasion de transpirer atrocement. Paul était jaloux de Macumer. Les mauvaises passions développent l'intelligence. Le lendemain, mon cousin, avec un énorme pli entre ses sourcils étonnés, m'offrit le produit de ses méditations sous la forme suivante. Je me demande ce que ma tante dirait si elle savait qu'il y a un type comme ça, un type qui ne ressemble à rien et qui nous suit comme notre ombre. Paul, prononçai-je avec énormément de dignité, si tu as l'intention de commencer à faire des potins à maman, je ne sortirai plus avec toi. Des potins? Dit Paul avec un air de pénible perplexité, et il se réfugia en déroute dans l'obéissance. Je ne fais pas de potins, je ne fais que ce que tu veux, toujours. C'est bien, tu es un zèbre, dis-je en lui donnant un bon coup de cravache dans le dos. Et Paul, sachant l'importance de l'éloge, fut ivre de joie. Je n'étais pas décidé à épouser Macumer, il était vraiment si laid. Je me satisfaisais à penser qu'il devait passer les nuits à se promener sous ma fenêtre par des pluies torrentielles ou des gelées funèbres, que dans le jour, sans doute étendu sur des divans brodés d'or, il fumait de l'opium pour mieux rêver à moi, que peut-être même il me faisait en une langue gutturale des vers sublimes, mais l'épouser, était-ce bien la chose à faire? J'ignorais jusqu'à son nom. J'avais un instant songé à le faire filer par Paul pour connaître au moins sa demeure, mais mon honnêteté s'était regimbée vite contre la perfidie et l'inconvenance d'une telle démarche. Cependant, j'avais bien envie de savoir qui il était. Il semblait un homme élégant. Il devait aller dans le monde. Je me déclarai atteinte d'une subite passion de fête. Ma mère ne s'en étonna pas, elle m'annonçait sans cesse que ma sauvagerie n'étant qu'une pause, j'y renoncerais certainement un jour ou l'autre. J'allais donc de bal en comédie, de thé en raout, à la recherche de Macumer. Je mis 2 mois entiers à le rencontrer. Enfin, un soir, de grande réception à l'ambassade de Turquie, j'eus le triomphe de l'apercevoir debout dans une porte. Il rencontra mes yeux et il me parut que sa figure brune jaunissait, ce que je pris avec assez de raison pour être sa façon de pâlir, il avait l'air féroce. Sans perdre mon temps en stériles méditations sur ces états d'âme, je me penchai vers ma voisine, une madame de Saint-André, sorte d'agitée insupportable, qui connaissait tout le monde et savait les histoires de chacun. Est-ce que vous pourriez me dire le nom de ce monsieur très brun, là, dans la porte, qui cause avec Tissac Effendi? Madame de Saint-André regardait à sa gauche. Mais non, pas par là, à droite. Là, il est parti, fis-je, toute déconcertée par la rapidité du mouvement de Macumer. J'eus beau le chercher toute la soirée, je ne le revis pas. Le lendemain matin, son regard me parut plus griffant qu'à l'ordinaire. Je fus enchantée. Évidemment, mon Turc, j'avais décidé qu'il était turc, puisqu'il allait aux réceptions de l'ambassade. Mon Turc souffrait de quelque chose à cause de moi. N'était-ce pas délicieux